Nous sommes le 7 septembre 2018 au petit matin. Sophie Le Tan, une jeune étudiante, vient de terminer son service de veilleuse de nuit dans un hôtel strasbourgeois. C'est un jour très particulier pour la petite Sophie parce qu'elle fête ses 20 ans et elle a prévu bien sûr de célébrer ça avec sa famille, sa maman et sa sœur lors d'un déjeuner prévu pour 12h30 à Cernay, ville dans laquelle habite la famille de Sophie, à une centaine de kilomètres de Strasbourg. Mais dernière étape avant ce déjeuner, Sophie a un rendez-vous. Elle doit visiter un appartement à Schiltigheim, dans la banlieue strasbourgeoise. Comme elle entre en dernière année de licence économie et gestion, elle a envie de finir ses études tranquillement, sans les parents, etc. Donc elle veut prendre son indépendance, louer son appartement. Celui-ci qu'elle a déniché sur Le Bon Coin lui semble parfait pour elle. Elle se rend alors au 54 route de Bischwiller où elle a rendez-vous avec le propriétaire qui devrait lui faire visiter les lieux. Ce rendez-vous a lieu aux alentours de 9h30. Un voisin dira l'avoir vue se diriger vers l'ascenseur, l'air heureuse de visiter cet appartement à l'aube de ses 20 ans, une jeune fille belle et intelligente, prête à prendre son indépendance. La jeune Sophie emprunte l'ascenseur, rentre dans l'appartement et les portes se referment sur elle. Les heures passent et à Cernay, la mère et la sœur de Sophie qui l'attendent pour le déjeuner sont présentes au restaurant. Il est 12h30 et elles attendent la star de la journée qui vraisemblablement n'est pas là et ça ne lui ressemble pas du tout d'être en retard. Les messages d'anniversaire se succèdent sur le téléphone de Sophie mais aucun ne trouve réponse. Et ce qui va inquiéter la famille de Sophie, c'est qu'elle n'a pas du tout le profil d'une fugueuse. Elle n'a pas du tout le profil d'une fille à problème. Et c'est pour ça que directement, ils vont penser que quelque chose cloche. Elle vient d'une famille vietnamienne, arrivée en France il y a quelques dizaines d'années. Et vraiment, ils ne font pas du tout parler d'eux. Les enfants travaillent très bien à l'école, ils sont très bien intégrés. C'est vraiment des exemples de persévérance, d'acharnement au travail. Ils ne sont pas du tout connus des services de police, ils sentent très rapidement que quelque chose de très grave s'est passé. La famille met maintenant tout son espoir dans le fait de la voir prendre son service à 22h à l'hôtel dans lequel elle travaille parce qu'elle est veilleuse de nuit. Et du coup, Sylvie, la sœur de Sophie, avec qui elle devait déjeuner aujourd'hui, et Valentin, un ami à elle, se rendent à cet hôtel vers 22h et ils attendent, ils espèrent vraiment voir Sophie débarquer pour prendre son service et commencer son travail. Sauf que Sophie ne vient toujours pas. Là, ils se disent que vraiment il se passe quelque chose de terrible et ils décident d'alerter la police. Sylvie et Valentin arrivent à 23h au commissariat. Ils expliquent la situation aux policiers, mais le problème c'est que voilà, Sophie a disparu vers 9h, 9h30. Là, il est 23h. Ça fait une quinzaine d'heures qu'elle a disparu. Elle est majeure, elle vient d'avoir 20 ans. Les policiers comprennent la situation, mais quelqu'un de majeur qui disparaît depuis 15 heures, on ne peut pas lancer vraiment de procédure pour ça parce qu'il est encore trop tôt. Mais la sœur de Sophie, qui la connaît très bien, elle sait que quelque chose de grave s'est passé. Et ça, je pense que c'est un moment terrible, en fait, parce que quand un membre de votre famille disparaît et que, certes, sur papier, ça fait pas peur, parce qu'elle a disparu depuis 15 heures, mais que vous la connaissez et que vous la savez incapable de faire un truc comme ça et que vous savez que quelque chose de grave est arrivé, c'est terrible. Du coup, la police ne bronche pas et la famille n'a pas d'autre choix que de commencer une enquête elle-même. Le lendemain de la disparition, le 8 septembre 2018, Sylvie, la sœur de Sophie, va retourner toute la chambre de sa sœur. Elle va essayer de sortir tous les tiroirs, de retourner le matelas, de chercher n'importe quel indice qui pourrait indiquer où se trouve Sophie, mais ses recherches vont rester infructueuses. Et là, elle a une très très bonne idée, Sylvie. Elle se rappelle qu'elle a les codes d'accès du compte Snapchat de Sophie. Et donc elle va les utiliser, elle va se connecter sur le compte Snapchat de sa sœur, et vous savez qu'il y a un système de localisation sur Snapchat, et elle va regarder un petit peu ce qui se passe, et elle va voir que la dernière localisation de Sophie s'est effectuée au 54 route de Bischwiller. Elle savait que sa sœur devait visiter un appartement, mais elle n'avait pas non plus plus d'informations que ça. Mais elle va commencer à faire le lien, parce qu'elle savait que c'était à Schiltigheim, donc elle va commencer à se dire, est-ce que ça n'aurait pas un rapport avec cette visite d'appartement ? Et là, du coup, elle va prendre toute la famille, et la plupart des Le Tan vont se rendre
au 54 route de Bischwiller pour enquêter. Et arrivés sur place, ils arrêtent tous les passants, ils ont une photo de Sophie, ils demandent à tout le monde « Est-ce que vous l'avez vue? Hier, elle est passée le matin, est-ce que vous l'avez vue ?» Les passants ne l'ont pas vue, personne ne l'a vue. Là, ils rentrent dans le 54 route de Bischwiller, c'est un grand immeuble avec limite des centaines d'appartements. Ils toquent à toutes les portes, ils montrent la photo de Sophie. La majorité des gens ne sont pas là parce que c'est en pleine journée, mais ceux qui sont là disent ne pas l'avoir vue. Donc ils vont rester des heures. Encore une fois, leur travail ne va servir à rien parce que personne n'a vu Sophie Le Tan. Ils décident de rentrer à Cernay, complètement dépités. Et là, Sylvie, une nouvelle fois, a une très bonne idée. En fait, elle va mettre en place un appel à témoins, qui est juste ici, une alerte enlèvement ou quelque chose du style. Elle va diffuser ça sur tous les réseaux sociaux et son travail va commencer à payer. Le 9 septembre, 2 jours après la disparition, 2 filles vont répondre à l'appel à témoins de Sylvie. Elles vont dire que ce qui les a intriguées, c'est l'adresse, et notamment le motif. Parce que Sylvie va marquer que Sophie a disparu route de Bischwiller à Schiltigheim pour visiter un appartement. Et les 2 filles qui contactent Sylvie vont se reconnaître dans ça. Pourquoi ? Parce que elles ont eu un rendez-vous. Elles ont eu une visite d'appartement très étrange il y a quelques jours au 54 route de Bischwiller à Schiltigheim. Elles s'y sont rendues pour visiter un appartement qu'elles avaient trouvé sur le Bon Coin. Et au téléphone, le propriétaire paraissait relativement étrange. Il était très pressant. Il répétait « Ok, donc venez le voir, venez le voir, venez le voir ». Quand elle posait des questions sur l'équipement de l'appartement, est-ce qu'il y avait des meubles, est-ce que toutes sortes de questions, il était très évasif. Ce propriétaire, il disait « Écoutez, vous verrez quand vous viendrez, etc. » Donc elles s'y sont rendues, ces 2 filles, et les 2 étaient accompagnées de leur petit ami, donc accompagnées d'un homme. Et une fois arrivées en bas de l'appartement, elles appellent le propriétaire pour lui demander « On est là, venez nous ouvrir ». Et là, pas de réponse. Le propriétaire ne va plus jamais les rappeler, il ne va pas les faire monter pour visiter l'appartement. Il y en a une des 2 d'ailleurs qui va être très énervée parce qu'elle va se dire « ça se fait pas, on a fait tout ce trajet, le mec nous ouvre même pas », bref. Elles vont quand même avoir un souvenir un peu bizarre de ça parce que elles vont se dire est-ce qu'il nous a pas ouvert parce qu'on était accompagnés, est-ce que c'était un piège, bref. Elles parlent de tout ça à Sylvie, la sœur de Sophie. Elles commencent à comprendre qu'il y a beaucoup de chances que Sophie soit allée visiter le même appartement que ces 2 filles-là. Le problème, c'est que Sophie, elle, n'était pas accompagnée. Est-ce que c'est pour ça que le propriétaire l'a faite monter dans l'appartement ? Est-ce que c'est pour ça que son sort fut différent des 2 autres jeunes filles? La tension monte d'un cran. Qu'est-il arrivé à Sophie Le Tan? Et je vais dire quelque chose que je devrais dire à la fin de la vidéo, mais je préfère le dire maintenant parce que c'est là que le plus de personnes le verront. Toutes les femmes qui me regardent, et je sais qu'il y en a pas mal, j'ai vu les statistiques, il y a à peu près 50-50, n'allez jamais visiter un appartement seul. Vraiment. Faites-le toujours accompagné, dans tous les cas, de préférence avec un homme, avec votre père, avec un ami, avec votre petit ami, avec votre frère, n'importe qui, mais n'allez jamais visiter un appartement toute seule. Vraiment, c'est la morale de cette histoire. Si jamais vous n'avez pas d'homme avec qui y aller, allez-y avec une amie fille, c'est mieux que d'y aller seul. Mais dans l'idéal, surtout après cette histoire, il faut qu'on en tire quelque chose, il faut qu'on en tire une morale. La morale, c'est pour éviter que des choses comme ça se reproduisent. Vraiment toujours visiter un appartement accompagné, n'y aller jamais seul. Je préférais le dire maintenant parce que je sais qu'il y a plus de gens qui le verront. Retour à l'histoire. Donc ces 2 filles vont aller à la police pour témoigner, ainsi que la sœur et que la sœur de Sophie et que la famille de Sophie. Et donc là, la police, ça fait quelques jours maintenant, ils commencent à prendre l'histoire au sérieux, surtout que le coup de visiter un appartement, ça sent pas bon. Et en fait, ça va sentir encore moins bon quand ils vont comparer les numéros qu'avaient les jeunes filles de ce propriétaire. Parce que les numéros sont différents. Et les gendarmes, ou du moins la police, va se rendre compte que ces numéros proviennent de cartes prépayées.
Et ces cartes prépayées, c'est vraiment utilisé par les voyous, généralement pour ne laisser aucune trace. Donc là, les enquêteurs vont faire un gros travail qui va prendre encore quelques jours. Malheureusement, ça va retarder l'identification du suspect, mais encore une fois, ces cartes prépayées, c'est très compliqué de revenir tracer la personne qui utilise ces cartes prépayées. Mais ils vont y arriver au bout de quelques jours, et ils vont tomber sur le nom de Jean-Marc Reiser. Jean-Marc Reiser, il a 58 ans, il est étudiant en histoire de l'art, malgré son âge assez avancé, il est au chômage et à côté de ça, il suit des études en histoire de l'art, et il habite au premier de la rue Perle, et non pas au 54 route de Bischwiller, ce qui va intriguer un petit peu les enquêteurs parce qu'ils vont se rendre compte que depuis le premier de la rue Perle, on peut voir ce qui se passe au 54 route de Bischwiller. Donc est-ce que c'était un moyen pour lui de regarder depuis en haut si les filles étaient accompagnées ou non et de décider de les faire monter si jamais elles n'étaient pas accompagnées. L'espoir de retrouver Sophie vivante va diminuer quand les enquêteurs vont prendre connaissance du passé de Jean-Marc Reiser qui fait vraiment froid dans le dos et dont nous allons parler juste après. Il est arrêté le 15 septembre, 8 jours après la disparition de Sophie Le Tan. Il est placé en garde à vue et là, on va lui demander « Est-ce que vous avez déjà vu cette personne ?» Ils vont lui montrer cette photo, la photo de Sophie. Et Jean-Marc va dire « Non, je ne l'ai jamais vue, je ne sais pas du tout qui c'est. » Et donc là, il y a un policier qui va lui demander « Mais donc, si on retrouve une trace quelconque de la venue de Sophie chez vous, vous êtes d'accord que là, c'est impossible. On ne peut pas retrouver ça, c'est impossible. » Et Jean-Marc va répondre « Impossible. » Une perquisition va donc être faite chez lui, ainsi que des analyses ADN. Arrivé dans l'appartement de Jean-Marc Reiser, la police scientifique va rapidement se rendre compte que cet appartement a été nettoyé. Il a été relativement bien nettoyé, mais pas parfaitement. Des traces de sang sont retrouvées dans la salle de bain de Jean-Marc Reiser, dans le lavabo, sur la machine à laver, sur des tuyaux. Et plus inquiétant, on découvrira plus tard qu'il y en a aussi sur une des chaussures de Jean-Marc Reiser, sur son manteau. Et malheureusement, quand ils vont perquisitionner la cave de Jean-Marc Reiser, ils vont retrouver des traces de sang sur le manche d'une scie. Confronté à tous ces nouveaux éléments, Jean-Marc Reiser ne va pas avoir d'autre choix que de changer de version. Changement total de l'attitude de Jean-Marc Reiser, puisqu'il change de version. Il a reconnu aujourd'hui qu'il connaissait bien Sophie Le Tan. Elle s'était blessée à la main profondément, elle perdait beaucoup de sang. Je l'ai soignée, voilà pourquoi il y a du sang que j'ai nettoyé ensuite dans la salle de bain. Il va admettre que Sophie est bel et bien venue chez lui pour visiter son appartement. Le problème, c'est que Reiser ne possède pas cet appartement, il est en location, donc il n'a absolument pas le pouvoir de le louer, ce qui va encore une fois faire penser aux enquêteurs qu'il s'agit d'un piège. Et alors là, comment est-ce qu'il va expliquer toutes ces traces de sang dans la salle de bain qui sont accablantes pour Jean-Marc Reiser? Eh bien, il va dire que Sophie est arrivée chez lui pour visiter son appartement et elle s'était blessée. Elle s'était blessée, on ne sait pas trop comment, elle saignait. Et du coup, Jean-Marc Reiser l'aurait soignée dans la salle de bain, d'où le sang. Elle aurait versé du sang dans le lavabo, etc. Et lui aurait donné un pansement. Elle serait ensuite repartie. Et bien sûr, les enquêteurs ne sont pas convaincus du tout. Pourquoi tenter de louer un appartement qui n'est pas à lui ? Pourquoi utiliser des cartes prépayées intraçables pour contacter les intéressés ? Pourquoi n'a-t-il pas rencontré les filles accompagnées de leur petite amie venue visiter ? Pourquoi y a-t-il autant de traces de sang nettoyées dans la salle de bain ? Pourquoi y en a-t-il aussi sur le manche d'une scie retrouvée dans la cave ? Avec tous ces éléments inquiétants, la police sent que quelque chose de terrible s'est produit. Donc là, des recherches dans toute la région sont effectuées. Des battues, qu'elles soient citoyennes ou en coopération avec la police, sont faites. Il y a des centaines et des milliers de gens qui participent, qui ratissent toutes les forêts aux alentours. Les eaux également des lacs, des rivières sont sondées. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on ne retrouve rien. Reiser maintient sa version, il a vu Sophie, elle s'était blessée, il l'a soignée avec un pansement et puis ensuite elle est partie et évidemment il ne sait pas ce qu'elle est devenue. Mais les enquêteurs savent qu'il est capable de mentir. Parce que, à ce moment-là, ils prennent vraiment bien connaissance, ils analysent tout son passé qui est fait de mystère et d'horreur.
21 ans plus tôt, en 1997, alors que Jean-Marc Reiser conduit sa voiture tranquillement dans le département du Doubs, il va subir un contrôle aléatoire de la police. Et là, ils vont tomber sur un arsenal dans son coffre très inquiétant. Des armes, des couteaux, des stupéfiants, des cordelettes, une cagoule et des anesthésiants. Et pire que ça, ils vont retrouver une espèce de série de photos sur lesquelles on voit des femmes complètement nues qui subissent des espèces d'humiliations sexuelles. Et en fait, ce qui fait peur, c'est que ces femmes ont l'air soit endormies, dans tous les cas inconscientes, voire même mortes. Reiser est envoyé tout de suite au commissariat pour expliquer pourquoi est-ce qu'il a cet arsenal-là dans son coffre, pourquoi est-ce qu'il a toutes ces photos de femmes très étranges. Et là, pour expliquer les photos, il va dire que ce sont des prostituées de l'Est qui étaient consentantes et qui réalisent des photos artistiques avec ces prostituées. Pour tenter de vérifier ça et d'en apprendre un peu plus sur Jean-Marc Reiser, les policiers de l'époque vont contacter toutes les ex-compagnes qu'ils peuvent retrouver de Jean-Marc Reiser. Et il y en a une qui va se reconnaître sur une des photos. Elle va se reconnaître formellement. Et le problème, c'est qu'elle va dire qu'elle n'était pas du tout consentante pour ça, qu'elle n'a aucun souvenir de ça, qu'elle ne savait pas que Jean-Marc avait une photo d'elle comme ça dans son coffre, et elle va porter plainte. Le portrait inquiétant de Reiser qui est en train d'être dessiné va alerter la police, et ils vont essayer de regrouper des viols non élucidés et de les analyser pour voir si Reiser aurait pu être impliqué dedans. Parce qu'ils sentent que c'est le genre de mec qui fait pas ça qu'une seule fois. Et malheureusement, l'avenir prouvera qu'ils ont eu raison. Et donc là, ils vont s'intéresser à une affaire de 1995 dans la région, où une touriste allemande qui faisait du stop a été violée. Et elle avait réussi à s'échapper, elle avait porté plainte et elle avait dressé un portrait robot de son agresseur. Ils vont comparer le portrait robot à la photo, à la tête, au visage de Jean-Marc Reiser, et là va pas y avoir de doute, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Cette touriste allemande va être appelée, elle va venir au commissariat, elle va reconnaître Jean-Marc Reiser formellement, et elle également va porter plainte contre lui. Mais il y a peut-être pire que ça, parce qu'en 1987, encore 10 ans plus tôt, dans le quartier Haute-Pierre à Strasbourg, les policiers s'intéresse à une disparition très étrange à laquelle Jean-Marc Reiser était lié. Françoise Aumann, une jeune femme de 23 ans qui travaille comme vendeuse d'aspirateurs à domicile, finit sa tournée vers 19h le 8 septembre 1987 et après sa tournée, plus personne ne la reverra jamais. Son dernier client de la journée, je vous le donne en mille, était Jean-Marc Reiser. Bien sûr, à l'époque, il va y avoir des recherches qui vont être faites chez Jean-Marc Reiser pour retrouver des traces ou quoi. Il va être suspecté, bien évidemment. Quoique, à l'époque, il a assez peu de passé. Il débute dans ses crimes. Mais voilà, on est en 1987, il n'y a pas de Blue Star pour repérer les traces de sang. Il n'y a pas tout ça. Donc, on ne va pas vraiment repérer d'éléments pouvant inculper Jean-Marc Reiser. À part peut-être la voiture de Françoise Aumann qui va être retrouvée et dont le siège conducteur était très reculé alors que Françoise était une femme relativement petite. Donc ça laisse présager qu'un homme de grande taille, Jean-Marc Reiser fait 1m87, a pu s'asseoir pour conduire cette voiture. Pour faire quoi? Aller déposer un corps, aller je ne sais quoi, bref, mais bon, c'est pas un élément suffisant pour le mettre en cause. De plus, à ce moment-là, la compagne de Jean-Marc Reiser, en 87, va lui fournir un alibi. Donc, il va finalement pas être inquiété. Mais, en 1997, quand la police le contrôle, qui trouve cet arsenal dans son coffre, qu'il y a l'histoire de la touriste allemande, du viol sur une femme qu'il a pris en photo, de toutes ces femmes qu'on retrouve dénudées dans des positions humiliantes, au moment de ça, son ex-femme, celle qui est devenue son ex-femme mais qui était avec lui en 1987, elle va se rétracter. Elle va avouer en fait qu'elle a menti et que l'alibi qu'elle a donné à Jean-Marc Reiser était faux. Donc là, il va être mis en prison, Jean-Marc Reiser, et en 2001, il va avoir 2 procès dans la même année.
Le premier procès, ça va être pour 2 viols, celui de la touriste allemande et celui d'une ex-petite amie qu'il a prise en photo dans des positions humiliantes, ce qui équivaut à un viol, parce qu'il avait introduit des objets dans son sexe. Il va être condamné pour ces 2 viols à 15 ans de prison. Puis quelques mois après ce procès-là, toujours en 2001, il va avoir le procès finalement du meurtre de Françoise Aumann. Parce que maintenant qu'il a plus d'alibi, même si à l'époque les policiers n'avaient pas réussi à avoir des éléments contre lui, son alibi a sauté parce que son ex-compagne s'est rétractée. Donc il va y avoir ce procès en 2001, mais une nouvelle fois, il n'y a pas assez d'éléments. À part le siège conducteur de la voiture et le fait que, en effet, il n'a pas d'alibi, c'est tout. Il n'y a aucun mobile, il n'y a pas de corps, ça c'est très important, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de traces de sang, il n'y a strictement rien. Et donc, Jean-Marc Reiser va être acquitté. Pour ces 2 viols, il va sortir de prison en 2012. Et là, va pas y avoir d'événements majeurs, criminels, pour Jean-Marc Reiser, mais il va quand même y avoir des choses très bizarres. Il va cambrioler des hôpitaux et des cliniques vétérinaires. Il va faire ça quelques fois, à chaque fois il va se faire arrêter, et en effet, il a volé la caisse. Et quand on va lui demander pourquoi est-ce qu'il a fait ça, il va dire écoutez, je sors de prison, j'ai pas d'argent, voilà, je vole la caisse, tout simplement. Mais on va se rendre compte qu'il vole également des produits anesthésiants. Et à la suite de ces quelques cambriolages, la police va étudier sa voiture, va voir s'il n'a pas volé d'autres choses dans sa voiture, et à chaque fois, il a vraiment la voiture du criminel typique. C'est-à-dire que tout est bâché. Il y a une bâche à l'arrière, il y a une bâche dans le coffre, tout est fait pour ne pas laisser de traces. Et en fait, le fait qu'il bâche sa voiture comme ça, qu'il ne veuille pas laisser de traces, ça va nourrir des théories encore plus macabres dont on va parler à la fin de la vidéo. Revenons à Sophie Le Tan. Plus d'1 an après sa disparition, nous sommes fin 2019, Jean-Marc Reiser nie toujours formellement l'avoir tuée, il reste sur sa version, elle s'est blessée, je l'ai soignée, etc. C'est pour ça que vous avez retrouvé du sang chez moi. Et en fait, son argument principal, un petit peu comme Françoise Aumann, c'est, après tout, qu'est-ce qui prouve qu'elle est morte? On n'a pas de corps. C'est pour ça que vous voyez souvent de grands criminels qui ont commis des assassinats essayer de cacher le corps, essayer de détruire le corps, essayer de le faire disparaître. Parce que on peut être jugé sans corps, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est un élément de la défense de l'accusé qui est souvent très important. C'est que, après tout, voilà, une personne majeure dont on ne retrouve pas le corps, est-ce qu'elle n'est pas partie, tout simplement? Mais le 23 octobre 2019, tout va changer. Alors qu'une gendarme qui n'est pas en service cueille des champignons dans la forêt de Rosheim, à une 40aine de kilomètres de Strasbourg, derrière un talus et sous des branches de bois, elle va trouver tout d'abord un crâne. Et sur ce crâne, il y a encore des cheveux coiffés avec une natte. À côté, elle va retrouver un buste, elle va retrouver plusieurs éléments d'un squelette qui apparemment est incomplet. Tout de suite, la gendarme qui a travaillé sur l'affaire Sophie Le Tan va penser justement à cette affaire. Les ossements vont être envoyés aux analyses et la vérité va être révélée, les résultats vont tomber, il s'agit bien de Sophie Le Tan. Je vous propose à présent de revenir sur ce rebondissement dans l'affaire Sophie Le Tan. Pourtant, des recherches avaient été menées à cet endroit parce que le téléphone de Jean-Marc Reiser avait borné juste à côté de cette forêt de Rosheim. Et il faut savoir que Jean-Marc Reiser, il connaît très très bien cette forêt et les forêts de la région strasbourgeoise en général parce que son père était garde forestier. Donc il a l'habitude de se promener là et voilà, des battues avaient été menées à cet endroit, mais c'est tellement grand, c'est tellement vaste qu'il n'avait rien retrouvé. Il semble de plus, j'ai entendu ça dans un reportage, que les ossements avaient été enterrés à environ 50 cm sous la terre et que c'est sûrement des animaux qui, au fur et à mesure, ont creusé et ont déterré ces ossements. Et il y avait énormément de chances qu'on ne retrouve jamais Sophie Le Tan. Malgré cette découverte, Reiser reste toujours sur sa version
il n'a pas tué Sophie Le Tan. Elle est partie de chez lui et après, il n'a aucune idée de ce qui a pu se passer. Avec cette découverte macabre, la famille de Françoise Aumann, la jeune femme disparue en 1987, voit une opportunité et est encore plus persuadée que Jean-Marc Reiser a également tué Françoise Aumann. Du coup, avec leur avocat, ils vont réussir à rouvrir l'enquête, en fait, parce qu'on sait que Reiser avait été acquitté pour le meurtre de Françoise Aumann, parce qu'on n'avait pas de corps, on n'avait rien du tout, et pour relancer l'enquête, pour pas que tout ça tombe dans l'oubli, ils vont convaincre la juge d'ouvrir une information judiciaire pour recel de cadavres. En janvier 2021, il y a à peine quelques mois, alors que l'enquête était bouclée et qu'on se prépare petit à petit à vivre le procès de Jean-Marc Reiser qui devrait avoir lieu début 2022, en janvier 2021, il demande à voir la juge. Et là, pour la première fois, il va avouer. Il aura fallu près de 2 ans et demi à Jean-Marc Reiser pour passer aux aveux. Il reconnaît désormais être le seul responsable de la mort de Sophie Le Tan. C'est-à-dire qu'il lui a pris la main, il a tenté un peu une approche physique. Ce rejet a généré en lui, il n'arrive pas trop à l'expliquer, une rage, une colère, une frustration, quelque chose de très fort. Il va avouer avoir tué Sophie Le Tan. Il va expliquer qu'elle est venue chez lui pour visiter son appartement. Il y a toujours le fait qu'il ne pouvait de toute manière pas le louer parce qu'il n'était pas à lui, il était lui-même en location, donc bref, ça n'a aucun sens. Mais il va dire que Sophie est arrivée chez lui et que donc elle a visité l'appartement. À un moment, elle a demandé à aller aux toilettes et puis il a flashé sur elle en fait. Il va dire qu'il a flashé sur elle, qu'il a eu envie d'avoir des rapports avec elle. Il a tenté de l'embrasser, mais Sophie l'a empêché et en fait lui a mis une claque et s'est débattu. Et là, il va dire qu'il y a une colère noire qui est montée en lui. Il va dire qu'il a été frustré, qu'il s'est transformé en monstre, qu'il est devenu fou et qu'il a battu à mort Sophie Le Tan. Et pour cacher le corps et casser son crime, il reconnaît avoir utilisé la scie qu'on a retrouvée avec des taches de sang sur le manche. Il reconnaît avoir démembré le corps de Sophie Le Tan et avoir disséminé les parties du corps dans la forêt. Un élément important, c'est que même si Jean-Marc Reiser avoue avoir tué Sophie Le Tan, il dit avoir commis ce crime pas de façon préméditée. Il dit que d'un coup il a été pris d'une colère noire, etc., qu'il l'a tué, mais selon lui c'était pas du tout prémédité. Et ça va être ça l'enjeu du procès qui va se tenir début 2022, c'est savoir si Jean-Marc Reiser a commis ce crime de façon préméditée ou non. Et c'est là alors bien sûr, les enquêteurs ont beaucoup d'éléments pour dire que, en effet, c'était prémédité. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait monter les filles qui étaient accompagnées de leur petite amie ? Pourquoi est-ce qu'il mettait son appartement en location alors qu'il n'avait pas le pouvoir de le mettre en location ? Bref, mais ça témoigne bien de vraiment... C'est là que c'est terrible en fait. Pour la famille Le Tan, c'est que Jean-Marc Reiser, c'est un enfer psychologique. À chaque fois, il ne va pas au bout, il n'avoue jamais à 100%. Au début, il ne connaissait pas Sophie. Quand il y a eu les taches de sang, oui, il a vu Sophie, mais il l'a soignée et il n'a rien fait, c'est pas lui qui l'a tuée. Quand on retrouve son corps, alors oui, il l'a tuée, mais c'était pas prémédité. Si vous voulez, c'est toujours un enfer pour la famille de Sophie Le Tan parce que Jean-Marc ne dit jamais toujours la vérité, il n'avoue jamais à 100%. Je vous laisse me dire en commentaire si vous pensez que le crime était prémédité ou non. Mais il y a des doutes qui planent sur le fait que Jean-Marc Reiser soit un tueur en série. Parce que en 2012, quand il commet tous ces cambriolages sur les hôpitaux, dans les cliniques vétérinaires, etc., le fait de retrouver sans cesse des bâches dans sa voiture pour ne pas qu'il puisse laisser de traces sur les sièges arrière, dans le coffre, etc., ça fait penser à des transports de corps. Ça fait penser à des potentielles traces de sang. Et Jean-Marc Reiser, il commence à avoir un petit peu l'habitude de ça. C'est vraiment le moyen que quelqu'un peut avoir pour ne pas laisser de traces. Il a également effectué pas mal de voyages en Asie du Sud-Est, Jean-Marc Reiser, où on sait que c'est des zones parfois où il y a beaucoup de prostitution, où c'est pas vraiment contrôlé. Donc est-ce qu'il aurait sévi là-bas également ? Voilà. On a bien sûr Françoise Aumann, qui l'a peut-être tué. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous pensez qu'il l'a tué ou pas. On a Sophie Le Tan, qui vraisemblablement il l'a tué, mais
À ce jour, Jean-Marc Reiser reste présumé innocent jusqu'à son procès de début 2022. On a ces deux-là, on a des multiples viols. C'est le portrait typique de quelqu'un qui a pu en faire d'autres. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, les policiers continuent à chercher des viols et des assassinats non élucidés dans la région. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette affaire. Si jamais vous avez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à les donner également. Laissez un like à la vidéo si jamais vous avez aimé, ça aide toujours pour le référencement. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Et les amis, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle affaire. Restez safe, prenez soin de vous. Salut à tous.